Cindy Crawford et son mari sont très inquiets pour leur fils Presley. Cindy Crawford et Ren Gerbet concentrent toute leur attention sur leur fils. Selon les informations rapportées le 19 février 2020 par le site News, le supermodel de 54 ans et son mari sont inquiets pour Presley. Il y a quelques semaines, le jeune mannequin de 20 ans a fait parler de lui de façon singulière en dévoilant son nouveau tatouage au visage, le mot « incompris » dessiné en dessous de l'œil droit. Quelques jours plus tard, le 12 février, le jeune homme inquiétait ses fans en publiant une vidéo de lui s'entraînant au tir. « Moi tout innocent et tout jeune avant de me faire d'horribles tatouages dièse réveillutin », avait-il écrit. D'après les révélations de l'entourage de la famille, Cindy Crawford et Ren Gerbet sont très soucieux. Ils sont clairement inquiets au sujet de leur fils. Ils essaient de lui apporter de l'aide depuis que Presley s'est fait arrêter l'an dernier pour conduite en état d'ivresse. Presley a déjà suivi un traitement mais ils font tout pour qu'il obtienne une aide plus sérieuse. Ils veulent s'assurer qu'il est en bonne santé mentale et le surveillent de près, a-t-on révélé. L'informateur a également expliqué que Kaya Gerbet, 18 ans, était tout autant investie pour soutenir son grand frère malgré un agenda chargé. Elle prend vraiment soin de lui, a-t-on ajouté, notant toutefois que Presley n'en fait parfois qu'à sa tête. Les choses sont tendues depuis quelque temps au sein de la famille, a-t-on conclu. Etice lève 25 millions de dollars en financement par emprunt pour aider les entreprises à vendre sur les grandes plateformes de commerce électronique. Spokane, Wash. La société de commerce électronique Etice, qui aide les marques à vendre sur d'énormes plateformes gérées par des sociétés telles qu'Amazon, Walmart et eBay, vient de lever 25 millions de dollars. L'injection de trésorerie prend la forme d'un financement par emprunt auprès d'Encina Business Credit. Le PDG Kunal Chopra a déclaré que Etice avait opté pour la dette plutôt que pour les capitaux propres parce qu'il voulait atteindre son prochain jalon de croissance sans renoncer à aucune participation dans la société. PDG Etice Kunal Chopra. Photo Etice. Chopra a déclaré que Etice a généré plus de 800 millions de dollars de ventes à vie et qu'il utilisera l'argent supplémentaire pour étendre sa plateforme pour travailler avec davantage de marchés de commerce électronique. La dernière ronde porte à 100 millions de dollars le financement à vie de l'entreprise. Josh Neblett a fondé Etice en 2008 en tant que senior de 21 ans à l'université Gonzague de Spokane. Transworld Entertainment, société cotée en bourse, a acquis Etice en 2016 pour 75 millions de dollars en espèces et en actions. La société a commencé en tant que vendeur tiers, mais elle a évolué pour se concentrer sur l'aide aux autres marques pour vendre en ligne. Etice a servi plus de 4000 marques et sa clientèle comprend des sociétés telles que 3M, Strider et Bamboo. Etice offre une variété de services, y compris la gestion de la publicité, le marketing numérique, le suivi des prix et la gestion des stocks. Neblett a continué à diriger l'entreprise pendant quelques années après l'acquisition avant de partir en 2019. Chopra, dont le curriculum vitae comprend des postes chez Microsoft, Google, Amazon, Groupon et la start-up de Paris eSports Unikrn, est devenu PDG en juillet dernier. Les ventes de tiers deviennent d'énormes tranches de revenus pour les grands détaillants, a déclaré Chopra, constituant notamment la majorité des ventes de commerce électronique pour Amazon. Chopra voit cette tendance se poursuivre et il pense que ce sera une aubaine pour Etice alors que de plus en plus de marques s'impliquent sur le marché tiers d'Amazon et d'autres plateformes de commerce électronique. L'économie d'Amazon est plus favorable sur les ventes de tiers par rapport à la première partie, a déclaré Chopra. Nous prévoyons également la convergence des deux plateformes, où tous les outils disponibles pour les vendeurs propriétaires seront disponibles pour les vendeurs tiers. Aujourd'hui, Etice emploie 160 personnes. En 2018, la société a déménagé dans un nouveau bureau de Spokane pouvant accueillir 250 personnes. En janvier 2019, Etice a supprimé 20% de son personnel après que Transworld ait signalé des pertes importantes. Transworld a également annoncé aujourd'hui la vente de ses magasins de vente au détail de culture POPFY à une filiale de Sunrise Records and Entertainment. En ce qui concerne Etice, nous pensons que la vente, la technologie et la publicité sur le marché n'ont jamais été aussi importantes pour la vente au détail mondial, a déclaré Michael Furrer, PDG de Transworld, dans un communiqué. La sécurisation de la facilité de crédit pour Etice est une première étape positive et importante pour soutenir la croissance d'Etice, qui restera notre priorité pour l'avenir. Le gouvernement annonce 7 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire pour la Syrie.
Le gouvernement fédéral débloquera prochainement un montant de 7 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire à destination de la Syrie, a annoncé jeudi le ministre de la Coopération au Développement, Alexander De Croo, OpenVLD, en séance plénière de la Chambre. Monsieur De Croo a précisé qu'il déposerait dans les semaines à venir cette proposition au Conseil des ministres. Le montant libéré sera destiné au Syria Cross-Border Humanitarian Fund, un fonds géré par l'OCHA, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Interrogé par le député Groenewald de Vries, le ministre a rappelé que l'aide apportée par la Belgique l'année dernière à la Syrie était de 170 millions d'euros. Sur le plan politique, M. De Croo a annoncé qu'il se rendrait la semaine prochaine à New York pour présider une séance du Conseil de sécurité de l'ONU à propos de la mise en place d'un couloir humanitaire en Syrie. Celle-ci est programmée le jeudi 27 février. Le député écolo Samuel Kogolati a aussi salué cette initiative du gouvernement, suite à la demande du groupe écolo Groen. La situation humanitaire en Syrie est catastrophique. Au cours des 3 derniers mois seulement, l'offensive menée par les troupes russes et syriennes contre l'enclave d'Idlib ont contraint plus de 800 000 femmes, hommes et enfants à se déplacer plus au nord vers la frontière turque. Les aviations russes et syriennes bombardent délibérément des cibles civiles telles que les hôpitaux et les écoles, a-t-il ajouté. Belga. Trump a remplacé le patron du renseignement après un briefing lié à la Russie. Donald Trump, qui vient d'annoncer le remplacement du directeur du renseignement américain, était furieux contre lui parce que ses services ont fait état devant des élus d'une ingérence russe dans la campagne électorale pour la présidentielle de 2020, ont rapporté jeudi des médias américains. D'après ses sources, M. Trump a laissé exploser sa colère contre Joe Magir, directeur par intérim du Renseignement national, l'agence qui chapeaute les services de renseignement, lorsqu'il a été mis au courant d'un briefing datant du 13 février devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Il n'est pas clair dans l'immédiat si M. Trump s'est opposé à une partie en particulier de ce briefing, au cours duquel une conseillère de M. Magir, Shelby Pearson, aurait dit aux élus que la Russie était de nouveau en train d'interférer dans les élections américaines pour promouvoir la candidature de M. Trump. Mais selon le New York Times, le président a particulièrement été courroucé par la présence d'Adam Schiff, le démocrate qui a dirigé l'enquête parlementaire suite à laquelle le milliardaire républicain a été mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Joe Magir était l'un des favoris pour devenir directeur permanent du renseignement, mais, selon le Washington Post, M. Trump se serait retourné contre lui lorsqu'il a été informé de ce briefing classé top secret. Le président s'en est alors pris à M. Magir lors d'une rencontre dans le bureau ovale la semaine dernière, en le fustigeant pour le « manque de loyauté » de son personnel, selon le Washington Post. Ce qui aurait été le « catalyseur » de la mise à l'écart de Joe Magir, d'après le journal. Nous comptons sur les services de renseignement pour informer le Congrès de toute menace d'ingérence étrangère dans nos élections. Si les informations sont vraies et que le président interfère avec cela, alors il est de nouveau en train de mettre en péril nos efforts visant à arrêter toute ingérence étrangère. Exactement comme nous avions prévenu qu'il le ferait, a réagi Adam Schiff dans la soirée sur Twitter. Le président est dans le déni concernant l'ingérence étrangère dans les élections depuis 3 ans parce que son ego ne peut pas accepter que la Russie soit intervenue en sa faveur, a de son côté dénoncé le démocrate Benny Thompson, président de la Commission sur la sécurité intérieure à la Chambre des représentants. En limogeant M. Magir parce que son personnel a présenté les conclusions franches des services de renseignement au Congrès sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2020, le président ne refuse pas seulement de défendre le pays contre les ingérences étrangères, il les encourage, a-t-il ajouté dans un communiqué. Depuis qu'il a été acquitté par le Sénat, dominé par les républicains, lors de son procès en destitution, M. Trump a limogé plusieurs personnes, notamment au département de la justice, au Conseil de sécurité nationale ou au Pentagone, les jugeant déloyales. Parmi elles figurent le lieutenant-colonel Alex Vindman et l'ambassadeur auprès de l'Union européenne Gordon Sondland, 2 témoins clés lors de l'enquête en destitution, et John Rood, le numéro 3 du Pentagone. Le président a annoncé mercredi qu'il remplaçait M. Magir par Richard Grenell, l'actuel ambassadeur des États-Unis en Allemagne, un fidèle soutien de Donald Trump. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, M. Trump a fréquemment ignoré l'avis de son ancien chef des services de renseignement, Dan Coats, et l'a tenu à l'écart de certains dossiers, notamment des relations avec la Russie. Berlinale, un grand jour pour Philippe Falardeau.
La 70e Berlinale s'ouvrira ce jeudi avec la présentation de My Salinger Year, le plus récent film de Philippe Falardeau. Cette édition anniversaire, placée sous le signe du renouveau et de la diversité, restera néanmoins fidèle à la réputation d'un festival souvent marqué par des œuvres politiques. Kongorama a clôturé la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 2006. La première mondiale de Monsieur Lazare a eu lieu sur la mythique Piazza Grande de Locarno, devant une foule de quelques milliers de spectateurs, pour ensuite poursuivre sa course jusqu'au Oscar en 2012. 4 ans plus tard, Chuck a eu droit à une présentation en sélection officielle à la Mostra de Venise. Tous ces films, de la moitié gauche du frigo jusqu'à Gibbet s'en va en guerre, en passant par C'est pas moi, je le jure, et The Goodly, ont été lancés dans de grands festivals. Philippe Falardeau n'a pourtant jamais été aussi nerveux qu'à la veille de la présentation, jeudi soir, de My Salinger Year à la Berlinale. On peut le comprendre. Avec Cannes et Venise, Berlin forme le trio des plus grands festivals internationaux de cinéma en Europe. Être choisi pour ouvrir un tel événement est un honneur prestigieux. Et rare. Rappelons que dans toute l'histoire du cinéma québécois, My Salinger Year est seulement le deuxième film à bénéficier d'une telle tribune, 40 ans après Fantastica, de Gilles Carle, à Cannes. J'ai été très nerveux au cours de la dernière semaine, au point d'en avoir des manifestations physiques, a raconté le cinéaste québécois quelques heures à peine après son arrivée dans la capitale allemande. Mais quand je suis monté dans l'avion hier mardi soir, on dirait que ça s'est calmé. Je me suis mis à me concentrer sur des choses plus concrètes. Quand je suis allé à la Piazza Grande la première fois, avec Monsieur Lazare, j'étais insouciant parce que je ne savais même pas ce que c'était. Dans ce cas-ci, on arrive avec la somme de nos expériences. C'est aussi vrai pour les producteurs qui m'aiment, c'est Crab et Luc Derry de la société Micro-Bascope, et on sait que nous sommes attendus autant par la presse que par le public. Ça rend la chose plus énervante. Et puis, en vieillissant, j'ai l'impression de perdre cette espèce d'insouciance, l'arrogance qui nous habite quand on est plus jeune. Je doute davantage, ce qui fait que la nervosité s'accroît. Un plan très concret. Philippe Falardeau aura de quoi tromper sa nervosité ce jeudi, car un plan très concret l'attend. D'abord, en matinée, une vérification technique est prévue au Berlinale Palast afin de s'assurer de la qualité impeccable des deux projections qui s'y dérouleront, l'une est destinée à la presse, l'autre est la projection de gala. Le cinéaste se prêtera ensuite au jeu de la conférence de presse en compagnie des deux vedettes du film, Margaret Qualley et Sigourney Weaver, de même que Johanna Raekhoff, autrice du livre dont ce film est l'adaptation. Le nouveau film de Philippe Falardeau est présenté dans le cadre de la nouvelle section Berlinale Spécial Gala, réservée à des productions de prestige présentées hors compétition. Campé dans les années 90, My Salinger Year relate le parcours d'une jeune femme rêvant d'écriture qui se fait embaucher à titre d'assistante de l'agente littéraire du célèbre écrivain J.D. Salinger. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture, suivie de la présentation de My Salinger Year, sera diffusée simultanément sur grand écran dans 4 autres villes allemandes. Les cinéphiles de Hambourg, Munich, Essen et Halle pourront aussi vivre cette soirée en direct.